XXIe siècle. Vivre avec un handicap en Afrique du Sud. Je crois que comme je sais que je suis en train de mourir, je n'ai pas le temps de penser petit. De grands rêves et de grands défis. Ce qui était autrefois une condamnation à mort ne l'est plus forcément. Quand ils vous disent vous avez un cancer, votre monde s'écroule. En Argentine, une technologie de pointe redonne espoir aux malades. Bonjour et bienvenue dans 21e siècle. Je suis Angélique Kidjo et je suis ravie de vous accueillir pour un nouvel épisode. Pour les Sud-Africains handicapés, la réussite et l'épanouissement représentent un défi colossal. Mais peut-on encore avoir des rêves ambitieux? Lettre d'amour à moi-même. C'est incroyable, non? Tu as survécu à toi-même. Il y a 20 ans, les médecins ont annoncé à ta mère qu'à cause de l'amyotrophie spinale, tu ne dépasserais pas l'âge de 5 ans. Tu culpabilises parce que tu en as dépassé d'autres. Tu as dépassé des millions d'autres handicapés de 20 ans, dispersés dans tous les pays du Sud. De certaines manières, ils sont comme toi, jeunes, noirs, gravement handicapés, mais de beaucoup de manières, ils sont différents de toi. Tu as une vie inimaginable pour eux. Contrairement à toi, ils sont enfermés dans les arrière-salles de centres de soins sinistres, cachés des yeux du public et négligés et maltraités par la société et l'État. Je veux avoir quelque chose à moi, de préférence une entreprise. Je veux apprendre la bijouterie pour enseigner à d'autres, même des non-handicapés, pour qu'ils voient ce qu'on fait, malgré nos handicaps. Je m'appelle Tswaki Tsoliwe. Vous avez quel âge? 31 ans. Je m'appelle Edward Ndopu, mais on m'appelle Eddie. Je suis responsable du programme d'engagement de la jeunesse d'Amnesty International pour l'Afrique. Mes rêves sont énormes. La vie dont je rêve se vit à une échelle épique, gigantesque. Et il y a une raison à cela. Je crois que comme je sais que je suis en train de mourir, je le sais parce que j'ai une maladie dégénérative, et plus je vieillis, plus je m'affaiblis, j'ai ce sentiment d'urgence à l'esprit. Et à cause de cette urgence, je n'ai pas le temps de penser petit. J'insiste sur le concept de déplacement parce qu'on ne peut pas parler de liberté de circulation si on ne l'accorde pas aux personnes à mobilité réduite. On forme une sacrée équipe. Tu sais qu'on est liés. Oui, profondément. Très profondément. Tu es superbe. Je travaille surtout avec des jeunes pour connaître leur avis sur les abus et violations des droits humains partout en Afrique. Je pense qu'une grande majorité de personnes handicapées en Afrique du Sud est privée de droits au point de devenir invisible. Les personnes handicapées disparaissent dans le décor. On ne les voit pas, on ne les entend pas. La pauvreté, l'inégalité et le chômage sont déjà accablants en Afrique du Sud pour les personnes non handicapées. Mais pour les Sud-Africains handicapés, c'est amplifié par la société anti-handicap dans laquelle nous vivons. Et le problème n'est pas propre à l'Afrique du Sud, c'est un problème mondial. Dans la rue,
Les gens ont pitié de moi. Ils disent, « Pourquoi vous avez du mal à marcher? Pour quelle raison ?» Je ne réponds pas, car j'ai compris que Dieu m'a fait ainsi. Ce n'est pas moi qui l'ai causé. Je peins les maisons en mauve, en soutien aux gens comme moi. Nous avons besoin du soutien des autres, comme nous nous soutenons les uns les autres. Nswaki était l'un des fondateurs d'un groupe d'entraide pour les personnes qui s'occupent d'enfants handicapés. Sa mère et elle ont participé. Je m'appelle Jane Elphick, je travaille pour Africa Tikkun et je suis chargée de son programme d'autonomisation. Africa Tikkun est une ONG sud-africaine assez importante et on met l'accent sur les enfants. Vous vous sentez seul ou vide? Vous avez un soutien familial? Ma famille m'aide beaucoup. Ma tante et ma cousine. Avez-vous honte de votre handicap ou non? Non, j'en suis fière. Je comprends que tout le monde, nous allons tous mourir un jour. Mais pour moi, c'est plus réel et évident parce que mon corps me le communique chaque jour. Je me sens plus faible. Parfois, je suis essoufflé. Voilà pourquoi, avec l'énergie qui me reste, je veux l'utiliser au mieux. C'était super, oui. C'était super. Je suis beau grâce à mes mains tordues et mon dos tordu. Les écoles t'ont rejeté, encore et encore. On t'a dit que vous n'aviez aucune chance dans l'enseignement formel. Dans ma tête, je rejette l'enfer de l'incapacité pour rejoindre un monde de mobilité sans bornes. Alors, à 16 ans, ma mère est rentrée un soir avec un magazine. Et pile au milieu, il y avait un article sur une nouvelle école, le African Leadership Academy. Le poème faisait partie de la cérémonie d'ouverture de l'académie. Je suis libre. Dans mon esprit, les possibilités sont infinies. L'Afrique du Sud est reconnue pour son excellente législation, sa constitution très forte qui promeut vraiment les droits humains. Mais malheureusement, après plus de 20 ans, on a beaucoup de retard dans la mise en œuvre de ces politiques fantastiques. Personne ne sait exactement combien d'enfants handicapés ne vont pas à l'école à cause de leur handicap. Mais on estime qu'ils sont près de 600 000. Et enfin, il y a d'énormes problèmes d'accès à la justice. Et en Afrique du Sud, nous avons un grand problème de violence sexiste. Les personnes handicapées sont bien plus vulnérables et susceptibles de subir des abus.
Mon cousin et son ami sont venus me voir. Mon cousin est sorti faire des courses et son ami m'a traîné au sol. Je suis tombée et il a commencé à me violer. J'ai décidé d'aller voir la police, mais mon cousin m'a appelé pour me dire d'arrêter. Il a dit qu'il réglerait la situation, mais je lui ai répondu non, c'est mon corps. Quand on a su que Nswakil avait signalé à la police mais rien ne semblait s'être passé, on l'a dirigé vers un avocat d'intérêt public. Entre-temps, la famille de l'agresseur essayait de soudoyer sa famille pour qu'elle retire la plainte. Ils leur ont proposé un lave-linge. Une négociation de plaidoyer a été proposée au malfaiteur qui a accepté de plaider coupable aux accusations d'agression sexuelle et a été condamné à 5 ans de prison avec sursis, ce qui veut dire qu'il est rentré chez lui et n'a pas purgé de peine. J'ai eu beaucoup de peine quand j'ai su qu'il n'allait pas en prison. Maintenant, j'ai peur de sortir et je ferme toujours à clé. Je veux dire que les personnes handicapées sont des humains comme tout le monde. On nous viole aussi. Je veux que les agressions cessent. Et je veux que les victimes de viol s'expriment. Ne restent pas dans le silence. Je vis ici avec ma mère et mon frère quand il n'est pas à l'université. C'est chez nous. Je transpire. Ça me touche. Je ne viens pas de là. Mon Dieu, j'ai toujours été une diva. Mon Dieu, regardez-moi, regardez les dents. Donnez-moi un mouchoir. On revient de loin. Oui, c'est vrai. On sait comment rendre les bâtiments accessibles. Mais les personnes handicapées ont aussi besoin d'accès à des choses moins tangibles, comme l'amour, l'intimité et la joie. Le sexe est une activité pratiquée par tous, la plupart des gens. C'est un droit humain. Et je suis gay, homo, donc c'est difficile. Mais je crois qu'on peut répondre aussi aux besoins des personnes handicapées. Simfiwe Dana est une très bonne amie. Je l'adore. Tu es superbe. Bonjour. Sa musique a une vraie âme. Et elle a beaucoup de chansons vraiment engagées. Et elle a été ambassadrice pour Amnesty International. Alors on s'est vus pour papoter, mais aussi pour parler d'une collaboration. Tu veux bien écrire la chanson? Et il faut quelque chose qui porte un message de droits humains. Mais en plus, une chanson bien rythmée.
Je force gentiment les gens à s'impliquer dans des projets. Je les oblige à s'engager. Après notre expérience négative du soutien à Nswaki pendant l'enquête et le procès, nous avons redoublé d'efforts pour permettre aux jeunes handicapés de prévenir les abus avant qu'ils ne se produisent. C'est un pénis. Nous faisons des expériences, des tests pour développer l'éducation sur la sexualité, les compétences de base et le VIH. Je vous donne ça. C'est une personne très résiliente et un membre très précieux de notre groupe d'entraide. Elle apporte tant de sa personnalité et d'humour au groupe, et parfois son sarcasme. Mais c'est une personne très vivante et extrêmement positive. Tino est mon rocher. Je ne pourrais pas faire ce que je fais sans lui. C'est avec lui que je passe le plus de temps de toutes les personnes dans ma vie. C'est ma force. Quand on regarde la société, elle est faite pour les personnes valides. Tout l'environnement construit est structuré pour un certain type de corps. Un corps qui marche et voit et entend. Voilà pourquoi je dis que l'indépendance n'existe pas. Ce qui existe, c'est l'interdépendance. Nous avons besoin des autres pour survivre. Tous. Je veux dire que les personnes handicapées sont des humains comme tout le monde. Nous sommes pareils. La seule différence, c'est que j'ai besoin d'aide pour marcher. Les autres, non. Je veux quitter ce monde en apothéose, comme un feu d'artifice. Mon corps s'est peut-être détérioré avec le temps, il se décompose, mais mon esprit est éternel et aura des répercussions bien après mon départ. Chaque année, un cancer est diagnostiqué chez plus de 12 millions de personnes dans le monde. Mais ce qui était autrefois une condamnation à mort ne l'est plus forcément. En Argentine, une technologie de pointe redonne espoir. Quand ils vous disent « vous avez un cancer », votre monde s'écroule. Comme si tous vos projets, votre famille, vos enfants, vos petits-enfants, comme si vous saviez comment ça va finir. Chaque année, on annonce à plus de 12 millions de personnes dans le monde la mauvaise nouvelle. Elles sont atteintes d'un cancer. L'une des principales causes de mortalité du XXIe siècle.
en 2010, on diagnostique un cancer de la gorge à Carlos Pérez. Tout a commencé quand Carlos a senti que sa voix était étrange. Il n'y avait presque aucun son. Je parlais très doucement. Le cancer a touché le larynx et une partie de mes cordes vocales. J'étais sous le choc, effrayé pour ma famille, pour mes filles, pour ma femme, effrayé de les quitter. La nouvelle était accablante, surtout pour sa cadette, Mélodie. Quand j'ai appris, j'ai pleuré. J'ai pleuré et j'ai imaginé le pire. Je veux que papa vive éternellement. Je ne veux pas imaginer la vie sans lui. Mais grâce aux nouvelles technologies, la maladie n'était pas une condamnation. J'ai suivi une chimiothérapie pendant 5 mois, puis 40 séances de radiothérapie, une le matin et une l'après-midi. Nous nous sommes relayés, les 4 filles et ma mère, pour prendre soin de lui et rester avec lui. Ils disent que je m'en sors bien, pas de complications. Je fais un contrôle chaque année. Depuis 10 ans, des personnes en Amérique latine et dans les Caraïbes ont accès aux technologies de pointe. Ces avancées font partie de l'effort mondial mené par l'Agence internationale de l'énergie atomique pour placer la médecine nucléaire au premier plan de la lutte contre le cancer. La médecine nucléaire est un domaine spécialisé où des substances radioactives sont administrées à une personne puis distribuées à des organes et tissus spécifiques. Grâce à cette distribution de substances, nous pouvons définir la meilleure manière d'aider les patients. C'est un système qui détecte si des nodules ou grosseurs sont cancéreux, pour que l'on puisse donner le bon traitement sans attendre. Selon les experts, le taux de cancer grimpera de 70% dans le monde ces 20 prochaines années. Actuellement, environ 8 millions de personnes en meurent chaque année. Mais l'utilisation accrue de technologies telles que la médecine nucléaire offre une lueur d'espoir aux malades et à leurs familles. Je pense que la médecine nucléaire est une base essentielle pour guérir le cancer. Les personnes qui l'ont inventé sont des génies. Et je leur suis éternellement reconnaissant parce qu'ils ont réussi. Bientôt, dans un prochain épisode de 21e siècle. La mise en conserve est un métier comme un autre. Nous voulons être respectés pour ce travail. Et Sure Weekend va dans ce sens. Le recyclage est très important, surtout celui du plastique. Aucun recyclage n'est insignifiant. Si vous recyclez une bouteille plastique, c'est une de moins qui se retrouve dans une décharge sous forme de débris marins. C'est tout pour cette édition de 21e siècle. Partagez les histoires du monde. Je suis Angélique Kidjo et j'aurai le plaisir de vous retrouver pour notre prochain épisode. Au revoir.